La geek de service. De retour après une petite pause estivale, je vais tenter d'être plus assidue. Euh, Par contre, tout ce que je fais à la geek de service est bénévole et en dehors du cadre de mon travail, ce qui fait que je fais ça le soir, je fais ça les week-ends et parfois il y a des semaines beaucoup plus occupées que d'autres. Donc, j'ai pas un horaire précis, une routine précise, mais j'essaie le plus possible d'être là, d'être présente. Je suis toujours très présente sur les réseaux sociaux. Je suis maintenant aussi sur Threads, qui est sorti dernièrement, surtout que là, depuis quelques jours, Threads est disponible sur le web. D'ailleurs, j'oublie de dire nous sommes quelle date, puisque je sais que certains d'entre vous vont m'écouter peut-être dans 6 mois. Et là, il y a certains des outils dont je vais parler qui peuvent avoir beaucoup évolué. On est aujourd'hui le 27 août 2023. Donc, comme je disais, Threads est maintenant disponible sur le web. Je ne sais pas pour vous, mais je tape plus vite au clavier que sur mon petit clavier de cellulaire. Donc, sur le cellulaire, ça va vite pour retweeter ou rethreader un article, mais beaucoup moins quand je veux réfléchir à mon message. Donc, disponible sur le web, ce qui va m'aider beaucoup à publier encore plus souvent. Vous allez me retrouver avec le même nom que sur Twitter, donc Coutléa. Je suis allée avec le plus simple, qui était la même chose sur Instagram, quoique mon Instagram est pas très, très geek de service, c'est beaucoup plus personnel, photos de voyage et tout. Donc, j'accepte vraiment surtout des gens que je connais pour montrer des photos plus personnelles. Un peu comme mon profil personnel Facebook sert plus à famille et amis, alors que ma page professionnelle me sert à vous partager une tonne de choses. Donc, si jamais je refuse votre invitation, vous saurez pourquoi. Par contre, sur Threads, sur Twitter, sur ma page Facebook ou encore sur LinkedIn, vous pouvez facilement me rejoindre et bien sûr, tout le monde est bienvenu. Je publie encore sur Twitter. Je sais que plusieurs ont quitté le bateau. C'est pas toujours jojo. Moi, mon algorithme n'a pas été trop influencé. Je sais que je jase avec des gens qui me disent, mais c'est n'importe quoi, je vois plus rien. Moi, je vois encore beaucoup de choses en lien avec la technologie, avec l'éducation, mais c'est vrai que je vois de plus en plus de pubs et de suggestions que j'ai pas demandées. Donc, c'est certain que avant, j'y allais à tous les jours. Maintenant, c'est quelques fois par semaine maximum. Je déteste pas Threads, ça me rappelle le Twitter de nos débuts. Par contre, c'est un peu la même chose. Donc, tant que j'aurais pas une tonne de monde comme j'en avais sur Twitter, on s'entend que je vois les mêmes choses passer que j'ai vues sur Facebook, sur Twitter, et je fais un peu la même chose. Je repartage sensiblement le même contenu. Bien sûr, depuis tous les débats entourant la loi C-18, les mesures de Facebook, c'est plus difficile pour moi de vous partager des articles. Quand les articles sont en anglais et aux États-Unis, là, c'est pas un souci. Mais dès que j'ai un bon article dans la presse, par exemple, l'article ne s'affiche pas. D'habitude, j'avais pris l'habitude dernièrement de mettre quand même un résumé de l'article dans le texte parce que oui, il y en a un qui lisent pas et que là, j'avais droit à des commentaires simplement sur le titre ou des interprétations de pourquoi je partageais ça simplement sur le titre. Donc, j'utilise une petite extension avec ChatGPT qui résume en quelques phrases l'article. Je la retravaille et comme ça, je me dis, la personne qui lit pas a au moins vu le résumé, mais je dois constater que puisque les articles sont bloqués, ça fait pas des partages vraiment intéressants. Il va falloir que je m'ajuste. Donc, la majorité des articles de nouvelles au Canada sont partagés aussi sur Twitter, sur Threads et sur LinkedIn. Mais je vais probablement prendre une pause de ce partage d'articles, peut-être sur la page, le temps que soit les choses se règlent, soit qu'on passe à autre chose. C'est pas facile présentement au niveau des réseaux sociaux, savoir où rejoindre les gens. Je vais continuer sur ma page Facebook de vous partager mes découvertes, des repartages d'idées, d'organisation, de productivité avec le numérique, de créativité avec le numérique, mais peut-être un peu moins d'articles, puis conserver les articles pour les autres réseaux sociaux. Je suis encore en questionnement si je vous pars une infolette. Je sais que ça réglerait le problème, mais en plus de la gestion des réseaux sociaux,
du balado, de tout ça. La gestion d'une infolette, ben, c'est quand même un certain montage, un certain prendre ma veille, faire des choix. Donc, je suis encore en questionnement et là, on est à la rentrée scolaire et puisque mon emploi à temps plein est en lien avec l'éducation, eh bien, c'est sûr que c'est un tourbillon de la rentrée. Donc, ce ne sera pas pour l'instant, mais j'abandonne pas l'idée. Donc, éventuellement, j'aurai probablement une infolette qui pourra vous donner différents articles. Éventuellement, je vous ferai peut-être un petit sondage, savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir dans une infolette. On a fêté le 18 août dernier le premier anniversaire du groupe GEG Québec, qui est le Google Educator Group Québec. Ce sont des groupes bénévoles d'utilisateurs de la suite Google en éducation. J'administre la page, pas le page, mais le groupe Facebook GEG Québec avec mes merveilleuses collègues Chantal Abran et Roxane Tremblay. Le groupe est sur invitation seulement. C'est vraiment un groupe relié à l'éducation. Donc, si vous n'êtes pas en éducation, c'est peu pertinent pour vous parce qu'on va vraiment parler de choses en lien avec l'éducation. Et vous devez être au Québec également parce qu'on va y aller avec les particularités qu'on a ici. Pas qu'on exclue les autres, mais ce sera peut-être pas nécessairement pertinent. On va vous parler de, par exemple, faire des liens avec le programme de l'éducation québécoise, mais tout le monde est bienvenu, bien sûr, mais c'est vraiment pour rassembler ceux du Québec qui utilisent Google et qui veulent partager, échanger, poser des questions. On est déjà plus de 760 personnes dans le groupe. Il y a beaucoup de partages. On y partage des nouveautés. D'ailleurs, le premier anniversaire du groupe GEG s'est fait en présence et on a présenté les dernières nouveautés de chez Google, mais vous allez les retrouver sur le groupe. Je les partage aussi sur la page de la guide de service en passant. Donc, dès que je le partage à un endroit, je le partage à l'autre. Donc, si vous me suivez, bien, vous pouvez me suivre aux deux endroits. Alors, allons-y avec mes découvertes et les outils, mes outils chouchous des dernières semaines. Le premier, c'est un outil chouchou, je vous en parle souvent de réalité virtuelle. La MetaQuest a maintenant un contrôle parental qui permet aux enfants de 10 à 12 ans d'utiliser la Quest. Bon, on se mettra pas la tête dans le sable, je sais qu'il y en a beaucoup qui le faisaient déjà. Il y a des enfants d'en bas de 13 ans qui ont un compte Facebook, qui l'utilisaient, qui achetaient des jeux et tout. Mais c'était fait toujours de façon pas illégale, là, c'est pas nécessairement la loi, mais contre les normes de Meta. En plus, ben, ça pouvait amener à certaines dérapes, là. Je sais que, il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux sur la MetaQuest qui disent: «Je me retrouve pris dans un jeu avec un enfant de 4 ans qui clairement a un casque sur la tête et pas supervisé, dit des niaiseries et ne dérange mon expérience de jeu». Donc il y a quand même, certains jeux aussi qui sont pas appropriés du tout pour des enfants, en bas âge. Après ça, ben, c'est une décision parentale si vous voulez quand même. Moi, je suis pas là pour juger, mais j'aime bien l'idée que maintenant, il y a une option tout à fait viable de 10 à 12 ans. On n'a pas besoin de passer par un compte enfant, on passe par le compte du parent. Donc, pas d'histoire là, de mentir sur des dates de naissance et autres, puis de risquer de se faire prendre, de perdre son compte, de se retrouver que tous nos jeux étaient liés au compte et on a perdu 150 de jeu. Le parent gère le compte, gère les achats, gère les applications. Et quand on bascule dans ce compte-là, les applications que l'enfant va voir sont des applications qui sont jugées convenables pour des enfants de 10 à 12 ans. Donc, pas nécessairement allons tuer des gens dans un jeu. Donc, ils vont voir des choses. Maintenant, je ne l'ai pas testé à voir qu'est-ce qu'il y a, mais j'aime bien l'idée qu'il y a un contrôle parental qui va permettre de le faire de façon correcte et progressive pour après ça éduquer et après ça laisser l'enfant à 13 ans pouvoir avoir son propre compte et gérer ses choses. Mais on va pouvoir gérer les applications qui sont téléchargées, avoir des conversations avec les enfants. Donc, une belle initiation à la réalité virtuelle, mais de façon j'aime pas le mot contrôle, donc contrôle parental, moi j'aime bien supervision parentale ou coaching parental, disons-le comme ça.
J'ai publié, une vidéo de Microsoft, sur les nouveautés Microsoft Forms qui sont sorties, cet été. J'aime particulièrement, une des nouveautés qui est une espèce de fonction live qui me rappelle, tous les Kahoot et Mentimeter et autres qui vous permettent de sonder, les gens, directement. C'est sûr qu'on peut envoyer un lien par courriel, ça remplace pas ça, mais maintenant on a une option qui nous permet, de basculer dans une espèce d'affichage qui a un code QR qui nous permet de partager immédiatement pendant une présentation en direct un code QR pour que les gens puissent répondre à des questions, puis on voit apparaître les résultats en temps réel, comme tous les autres outils de sondage. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça peut s'insérer directement dans PowerPoint, donc on peut aller le chercher, l'intégrer. Donc, je pourrais avoir une présentation et arriver à une certaine diapo, ajouter une interactivité avec mes participants ou mes élèves, par exemple, et tous les résultats de ça sont conservés dans mon environnement Microsoft et donc je peux facilement y retourner. Le formulaire est disponible. S'il y avait des gens qui étaient absents, par exemple, je pourrais leur renvoyer le formulaire et bonifier les résultats. Donc, j'aime bien comment il facilite l'interactivité, la collecte d'informations ou d'opinions, quelles que soient vos questions dans Microsoft Forms. Il y a d'autres nouveautés, je vous invite à aller fouiner sur ma page, sur un des réseaux sociaux que vous préférez pour retrouver la vidéo des 5 nouveautés. Leurs vidéos sont toujours en anglais. Par contre, on peut activer les sous-titres, mais c'est assez visuel pour bien comprendre quelle est la nouveauté aussi si l'anglais est un obstacle pour nous. L'autre chose dont je vous parle, c'est Sharpen for Google Education. Sharpen est une compagnie que j'ai découvert vraiment par hasard sur un groupe dont je fais partie, un des multiples groupes sur Facebook. Et il y avait ce monsieur, Aiden, en Angleterre, qui cherchait des gens à qui faire découvrir un produit qui est en train de mettre sur pied et il voulait des opinions. Il m'a fait sa présentation. Je travaille pas pour Sharpen, il me rémunère pas et tout, mais moi, j'ai toujours un petit côté, c'est donc bien le fun que quelqu'un essaie d'innover avec des outils, essaie de nous sortir des façons d'augmenter l'humain, comme je dis souvent, d'augmenter notre productivité, de nous faciliter la vie. Sharpen fonctionne avec toute la suite Google Éducation. On me dit que ça s'en vient aussi, qu'ils vont travailler avec la suite Microsoft. Ils ont déjà un outil qui fonctionne avec la suite Microsoft si vous visitez Sharpen. Par contre, il n'y a pas d'IA dedans, alors que pour Google Éducation, ils ont tout fait avec l'IA. Ils vont travailler là-dessus avec Microsoft éventuellement aussi. Je vous explique ce que c'est, mais en fait, c'est quand j'ai une rencontre, par exemple, avec des collègues et que je suis dans Google Meet, eh bien, Sharpen, je vais l'activer, je vais lui dire de prendre en note ce qui se passe. Il va créer une note de réunion, donc il va prendre les notes de la réunion. Jusque-là, c'est bon, il va prendre la retranscription, mais c'est pas le bout qui m'a bien impressionné, c'est qu'il va faire une petite coche de plus. Avec l'intelligence artificielle, il va être capable de déterminer qu'on a mentionné qu'on voulait possiblement, par exemple, se rencontrer la semaine prochaine, le 12, et qu'on voulait inclure telle personne. Et dans le Google document de notes, il va me proposer une invitation calendrier qu'il a déjà remplie. Il va me rester simplement à l'approuver pour qu'elle parte dans les calendrier de tout le monde. S'il y a des tâches qui sont mentionnées aussi, il va créer la tâche et l'assigner à la personne qu'on a nommée. Donc, imaginez-vous la rencontre, les notes de rencontre se prennent tous. Pendant la rencontre, on dit: «Ah ouais, mais il faudrait, Stéphane, que tu t'occupes de telle chose». La note est créée, elle est ajoutée à sa liste de tâches. Et si on a mentionné, par exemple, qu'on voulait se rencontrer, ben il m'a fait déjà un brouillon, disons-le comme ça, un brouillon de mon invitation de calendrier. Si un courriel de suivi a à être fait, il va aussi me faire un brouillon du courriel. C'est moi qui va décider de le réviser et de l'envoyer par la suite, mais tout va être dans les notes qu'on va pouvoir les regarder par la suite, regarder si le brouillon nous va, avec quelle information vous l'envoyez par courriel. Tous ces petits modules-là, à s'ajouter à des tâches, ajouter un courriel, faire un brouillon de courriel, faire un brouillon de calendrier, ce sont des outils qui sont déjà disponibles dans Google Documents. Ce que Sharpen amène, c'est de le créer automatiquement. Donc, moi, je pense que ça sauve une tonne de temps. Combien de temps après des rencontres d'habitude, on a quelqu'un
quelqu'un, pendant la rencontre, qui prend une tonne de notes, ce qui ne nous empêcherait pas d'aller modifier les notes, de les bonifier, d'être collaboratif dans nos notes, par contre, parce qu'on veut une interaction humaine qui va vérifier le tout, mais il y a une grosse partie qui est déjà faite. Puis par la suite, combien de temps d'habitude on passe à faire c'est beau, je m'en occupe. Alexandra, c'est beau, tu vas envoyer l'invitation de calendrier, tu t'occupes d'envoyer le courriel de suivi, mais si j'ai déjà un brouillon qui est là, qui est dans le document, je vais pouvoir le réviser. Il y a un petit bouton qui apparaît, calendrier, un petit bouton Gmail et autres, et là, on clique dessus et boum, on bascule dans notre outil de courriel et on peut envoyer le tout, mais il y a déjà pris en compte à qui va les courriels, le message, le sujet. Il nous reste qu'à faire les modifications. Je crois qu'on s'en va dans une ère où tout ce qui est travail de bureau, rencontre et tout va être optimisé par ces outils-là. C'en est un très bel exemple. J'ai mis sur ma page un sondage pour aider Sharpin, qui est une petite entreprise en démarrage. Ils veulent avoir de la rétroaction sur leurs outils. C'est un petit sondage qui va vous prendre quelques minutes, qui a une petite vidéo à écouter pour pouvoir vous montrer justement, là, vous allez voir en action ce que je viens de vous décrire. Et par la suite, ils vous proposent même de pouvoir le tester pendant quelques temps si vous voulez tester le tout. À noter qu'ils utilisent toute la technologie de Google, donc tout ce qui est vos notes et tout, ça s'en va tout dans votre drive, dans pas leurs affaires à eux. Donc, c'est pas eux qui conservent, c'est vraiment eux, ils ont activé une espèce de module qui renvoie le tout dans vos choses. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse d'aider, vous aussi, des compagnies en démarrage. Moi, j'aime toujours pouvoir leur donner mon avis. Ils sont toujours friands, des fois un peu plus que certaines grosses compagnies déjà établies. Ils sont très à l'écoute de pouvoir s'ajuster. Il y a plein de grosses compagnies qui sont à l'écoute aussi, mais j'aime bien quand c'est une petite entreprise, ils ont vraiment à cœur de développer quelque chose qui va aider les gens et ils sont ouverts à la critique. Donc, profitez-en pour aller voir qu'est-ce qui vous manquerait ou est-ce qu'il y a des fonctionnalités de plus que vous aimeriez pour vous simplifier la vie. Le prochain petit site, c'est simplement pour avoir du plaisir parce que le numérique, ça peut aussi être ludique. Le site s'appelle Neal, Neal.fun. C'est une petite page web avec un paquet de petits micro-sites, disons-le comme ça. Euh, des petits sites vraiment, vraiment ludiques. Je vous en nomme quelques-uns qui ont été des coups de cœur, mais je vous invite vraiment à les fouiner. C'est des choses qui peuvent prendre quelques minutes. Si vous êtes en enseignement, ça pourrait être, il y en a plusieurs qu'on pourrait utiliser en fin de cours. On prend un petit 5 minutes, puis on le fait. Bien sûr, tout est en anglais par contre, donc ça ferait travailler l'anglais pour les profs d'anglais. Sinon, ben, ça peut être agréable pour nous aussi, là, pour prendre une pause de notre charge mentale de travail dans la journée. Un premier s'appelle Let's Settle This. Donc, ils font voter les gens sur des grands débats de société qui sont très importants, comme est-ce que de l'ananas sur une pizza, c'est correct ou pas? De quel côté on doit placer le rouleau de papier de toilette? Donc, vous avez des débats très ludiques de ce genre-là qui ne sont pas des grands débats de société, on s'entend. Mais ce qui est drôle, c'est que vous allez voter, vous allez voir, vous vous trouvez où selon le restant de la population qui a voté. Donc, c'est très drôle et très ludique. Un autre qui est vraiment surprenamment simple, mais très relaxant, s'appelle Rock. Vous avez un environnement un peu paisible, méditatif, et vous devez placer des roches une par-dessus l'autre en équilibre. Donc, vraiment, là, pour se reposer, je ne pensais pas, je disais, voyons, c'est juste ça, on place juste des roches, mais c'est très relaxant. Un autre qui est très ludique qui s'appelle des auction games. On a un item, donc une photo d'un vrai item, et on doit deviner à combien c'est vendu cet item-là. Et c'est souvent très, très surprenant. Donc, vous avez des fois un vieux bâton de hockey qui a appartenu à combien est-ce qu'il s'est vendu. Vous allez devoir deviner combien les gens ont payé pour l'item. Ça pourrait en classe être intéressant, même s'il est en anglais, de faire réfléchir les élèves à comme jusqu'à où les gens sont prêts à payer pour certaines choses. Un autre que j'ai bien aimé, c'est Draw Logos from Memory. Celui-là aussi se ferait, même s'il est en anglais, vu que c'est vraiment juste du dessin. Alors, on nous nomme un logo de compagnie qu'on ne nous montre pas et on nous demande de le dessiner. Et lorsqu'on a terminé, bien, on nous montre le vrai logo, fait qu'on voit si on a une bonne mémoire des différents logos des compagnies. Bon, ça fait peut-être un peu trop de pub pour les compagnies pour faire ça à l'école, mais honnêtement, pour tester
tester nos connaissances. Mais oui, mais je le connais, ce logo-là, qu'on voit à tous les jours. Il y a des logos que j'ai dessinés carrément à l'envers ou que j'ai oublié des items. Puis pourtant, on a l'impression qu'on les reconnaît rapidement, mais les reproduire, c'est autre chose. Et le dernier qui était fort intéressant, mais encore une fois, qui sert à absolument rien, s'appelle Spend Bill Gates Money. Donc, on dépense tout simplement le portefeuille de Bill Gates. On voit à quel point ça descend pas vite. Donc, des petits sites ludiques, il y en a plein, un paquet avec des statistiques. On peut aller voir les animaux dans le fond de l'océan. Donc, vous allez trouver sur la page, c'est à l'infini, là, vous allez y aller et me dire, mais Alexandra, à cause de toi, j'ai perdu comme 1 heure de ma vie. Mais des fois, c'est relaxant aussi de perdre 1 heure de notre vie. Donc, voilà. Et finalement, mon application coup de cœur, c'est Merlin Bird ID. L'application, elle est gratuite. On doit se créer un compte pour être relié avec la Cornell University pour vraiment bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'outil. Je suis une fan d'oiseaux. C'est quelque chose qui me relaxe énormément. On est très dans le moment présent quand on s'assoit et on regarde les oiseaux. J'ai plusieurs mangeoires à la maison. En voyage, dès qu'il y a des endroits d'observation d'oiseaux, on s'y arrête. Mais l'application me permet maintenant une tonne de choses que j'adore. Ça me permet de, par exemple, faire ma liste à vie d'oiseaux, donc de faire la compilation de tous les oiseaux que j'ai vus. On nous demande d'identifier l'oiseau, mais ensuite de dire où on l'a vu. Ça aide beaucoup l'Université Cornell qui fait de la recherche sur les oiseaux, de voir justement les migrations, où on les a vus et tout. Donc, si on est sensible à donner notre géolocalisation et tout, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez ne pas le faire. Moi, je le fais, je trouve que ça aide justement la recherche et j'ai confiance en l'application, mais à vous de voir si vous êtes à l'aise ou pas. On peut identifier les oiseaux par son, ce qui est super agréable. Donc, vous pourriez enregistrer les sons des oiseaux, par exemple, dans votre cour arrière et il va vous sortir les oiseaux qu'il a détectés. On peut y aller par image, on peut prendre une photo instantanée ou simplement avoir pris une photo et le faire plus tard, arriver et dire quel est l'oiseau. Mais ça, il faut que la photo soit claire parce que sinon, il va avoir de la difficulté, mais il va toujours quand même nous proposer ce qu'il pense que c'est. Sinon, on peut y aller tout simplement avec une description. On a 3, 4 questions à répondre. C'est sûr que là, on a plus de résultats de recherche qu'avec le son ou l'image, mais on peut lui dire c'était à peu près la grosseur d'un merle. L'oiseau était de telle couleur principalement et je l'ai vu. Est-ce que je l'ai vu sur le bord de l'eau? Est-ce que je l'ai vu perché sur un arbre, à une mangeoire ou autre? Et là, ben, il va, avec probablement un algorithme, nous identifier quels sont les possibles oiseaux. On peut télécharger plusieurs cartes. Donc, au début, vous pouvez télécharger seulement la carte de l'Amérique du Nord, mais si vous voyagez, ils ont des cartes d'un peu partout. Donc, on peut identifier des oiseaux ailleurs qu'en Amérique du Nord également, et c'est gratuit. Donc, une belle application à ajouter. Les cartes sont un peu lourdes si vous n'avez pas beaucoup d'espace sur votre appareil mobile. Vous êtes peut-être mieux de télécharger seulement l'Amérique du Nord, puis quand vous partirez en voyage, vous téléchargerez les autres cartes pour pas que ça prenne trop d'espace. Mais l'application fonctionne très, très bien. D'ailleurs, on avait je crois que c'est un faucon, si je ne me trompe pas, dernièrement, un faucon émerion devant chez ma mère qui était en haut d'un poteau et j'essayais de le prendre en photo, mais il était caché derrière le poteau. J'ai donc utilisé la fonction description pour le retrouver, pour trouver un oiseau qui était similaire et faire jouer le son que je l'avais entendu jouer et il me répondait. Donc, c'était vraiment chouette comme expérience. Il s'est même approché. On a pu le prendre en photo parce qu'il entendait un son. Donc, vous allez voir que vous avez des descriptions de l'information. On peut faire jouer les sons aussi. Je ne sais pas si tous les oiseaux vont nous répondre, mais c'est chouette de pouvoir identifier aussi par son. Donc, une belle application complète qui peut être la technologie qui nous fait décrocher aussi. Donc, il fait encore beau pour les prochaines semaines avant que le froid arrive. Partez avec Merlin dans votre téléphone, allez prendre une marche, puis si vous voyez un oiseau, essayez de l'identifier.
Vous allez retrouver des tonnes d'autres partages d'articles et autres sur mes réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi visiter lageekdeservice.com pour y voir différentes suggestions. Mon fil de ma page Facebook est aussi présent. Vous avez aussi mes dernières lectures parce que je suis sur Goodreads. Si vous voulez me rejoindre sur Goodreads et qu'on s'échange nos, euh, nos critiques de lecture, gênez-vous pas. Ça me fera plaisir de vous retrouver sur Goodreads, mais vous avez sur la Geek de service un petit module qui vous montre qu'est-ce que je suis en train de lire présentement. Et n'hésitez surtout pas à aller me laisser un message vocal avec une question, une suggestion, la réponse à votre question ou votre suggestion pourrait se retrouver dans le prochain balado. Donc, à très bientôt.